Les douches écossaises, ici en Ukraine, on y est habitué et le sentiment qui domine, eh bien, c'est entre l'espoir, bien sûr, parce que des armes, on en a cruellement besoin, notamment des systèmes de défense antiaérienne et des missiles antiaériens. Mais en même temps, ici, on ne croit plus beaucoup en la parole de Trump. Il y a eu trop de revirements. Alors en plus, les annonces sont très vagues. De quoi est-ce qu'on parle? De combien d'armes? De combien de missiles? Quand Trump a annoncé encore la semaine dernière qu'il donnait des défenses antiaériennes à l'Ukraine, il s'agissait de 10 missiles. Avec 10 missiles, l'Ukraine, compte tenu de ce qui se passe actuellement sur le terrain et des frappes incessantes depuis la Russie, pourrait tenir à peu près entre 15 jours et 3 semaines. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc en réalité, ici, on est dans l'attente, comme d'habitude. On attend de voir ce que concrètement il va se passer et de combien d'armes, sur combien d'armes on peut compter. Marianne Kotonoff, Éric Josset, vous l'aurez reconnu de par le décor. Nous n'étions pas à Kiev mais à Odessa, avec évidemment la mer au fond. Voilà ce que dit précisément le président américain. Et c'est vrai que du côté ukrainien, on considère que tout ça est encore un peu flou. Nous envoyons des armes à l'OTAN et l'OTAN paie ses armes à 100%. Nous allons envoyer des patriotes à l'OTAN et ensuite l'OTAN les distribuera. Grégory Phillips, on a un peu besoin de votre éclairage quant à comment qualifier ce montage américain. Il y a quelques jours, il y avait une suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine. Là, ça repart via l'OTAN. Encore une fois, dans la voix du président américain. Comment y voir clair? Alors, d'abord, sur la forte annonce qu'on attend lundi et que les Ukrainiens attendent, bon, méfiance, Donald Trump a le sens du spectacle, n'oublions pas qu'il vient... L'art du teasing. Voilà, c'est pas l'art du deal, c'est l'art du teasing. Ouais. N'oublions pas qu'il vient de la télé-réalité et on est quand même habitué à ce que Trump annonce, attention, la semaine prochaine, lundi, mardi, vendredi, je vais vous annoncer quelque chose qui va bouleverser le monde et parfois on est un peu déçu par l'ampleur de l'annonce. Donc, attendons lundi de voir ce qu'il va promettre. Mais il y a effectivement autre chose dans cet entretien qu'il a accordé à NBC, c'est ce montage, cette livraison d'armes via l'OTAN et que l'OTAN paierait. C'est en tout cas ce que Trump annonce. Il va falloir voir comment concrètement ça se concrétise. En revanche, là où c'est malgré tout assez important, et je parle sous le contrôle d'Aline Lebaille-Crémer, c'est que ce seraient les premières livraisons d'armes décidé par Trump. C'est-à-dire qu'il y en a eu encore récemment, mais datant de l'époque Biden, et Trump ne les a pas empêchés. Là, c'est la première fois que le président, le 47e président des États-Unis, déciderait d'envoyer des armes vers Kiev. Donc, c'est tout de même une annonce assez importante. Importante, Aline Lebaille-Crémer, d'autant plus que, selon nos confrères, notamment d'Axios, presse spécialisée, il pourrait aussi s'agir d'armes offensive, pas uniquement défensive. On parlait de ces patriotes. Oui. Les Américains pourraient décider d'aller plus loin en livrant d'autres types d'armements. Je crois qu'on a des indices aussi dans ce qui est en train de se passer quand on observe les déclarations récentes du chancelier allemand qui a dit petit 1 ces jours-ci, avant-hier très exactement, que les moyens diplomatiques avaient été épuisés avec la Russie et que 2, oui, il allait acheter puis redonner à l'Ukraine ces fameux systèmes patriotes dont l'Ukraine a besoin pour les balistiques. D'une manière générale, l'Ukraine a dû urgence absolue, besoin de renforcer, de soutien, d'investissement dans sa défense antiaérienne. C'est ce qu'elle a répété à Rome. Bien sûr. À Rome hier aussi, il y a besoin de financement parce que l'Ukraine a éventuellement une partie de la solution, parce qu'une défense aérienne, c'est plusieurs couches, c'est plusieurs systèmes, c'est plusieurs menaces, mais sur une couche très particulière qui fait des ravages ces derniers jours. On voyait Odessa, des images d'Odessa tout à l'heure, elle vient d'être frappée cet après-midi, il y a plusieurs blessés aujourd'hui même. Il faut investir dans des drones intercepteurs. L'Ukraine a trouvé une espèce de parade contre ces essaims de drones Shahid russo-iraniens qui l'attaquent de façon barbare toutes les nuits. C'est un épuisement absolu en ce moment qui avait pourtant été annoncé par l'Ukraine. L'Ukraine réclame à corps et à cri de façon désespérée depuis des mois qu'on renforce sa défense anti-aérienne. Donc si lundi, ce qui se dessine, c'est-à-dire qu'enfin il y ait des investissements à la fois américains, mais ces investissements, si on comprend bien les plusieurs séquences diplomatique qui ont eu lieu au courant de ces 3 jours, c'est en partenariat avec les Européens. Donc il y a un renforcement de sa défense anti-aérienne en termes de missiles, de patriotes, en termes d'investissement dans son industrie, parce que ces drones intercepteurs sont produits
en Ukraine. Donc c'est un soutien financier, économique à cette démarche-là. S'il y a en plus dans les tuyaux, il y a la question de la loi Graham qui, en gros, serait enfin l'application de ces fameuses sanctions dévastatrices sur les 500% de droits de douane appliqués à tous les pays qui font encore commerce d'hydrocarbures et de pétrole qui alimentent la machine criminelle russe. Donc si tout cela pouvait enfin se débloquer, effectivement, les Ukrainiens sont dans une attente absolue et surtout sont dans une urgence de survie au jour le jour, toutes les nuits. J'aimerais, Bertrand Galichet, Ronald Dato, vous poser la question de ce montage. Juste pourquoi passer par l'OTAN pour livrer ensuite des armes à l'Ukraine, le président américain? Quel est l'objectif de ce montage et de cette annonce? Alors moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est un abus de langage, en fait, une simplification à destination de l'opinion américaine. Parce qu'en réalité, c'est pas l'OTAN qui va fournir des armes. Ce sont les pays de l'OTAN qui, sur demande ou en liaison avec les États-Unis, vont fournir des armes à l'Ukraine. Et donc, pour les Américains, c'est peut-être plus simple ou plus facile à entendre que de dire on va donner directement des armes à l'Ukraine ou on va négocier. Alors, en faisant ça, il parle à son opinion publique, c'est ça. Donc ces armes vont être achetées. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, l'Allemagne a dit qu'elle l'achetait. Il a beaucoup insisté là-dessus. Il insiste beaucoup là-dessus pour dire, mais au fond, c'est pas du tout, ça va pas coûter aux contribuables américains. Au contraire, ça va rapporter à l'industrie de défense américaine. Et là, la nuance est évidemment très importante. Et il est dans son rôle de président businessman. On fait de l'action diplomatique à condition que ça nous rapporte quelque chose. Mais je crois qu'effectivement, il n'y aura pas des dons d'armes ou des achats d'armes de l'OTAN. L'OTAN n'existe pas en tant que fournisseur d'armes à l'Ukraine. Il y a des pays qui peuvent soit acheter des armes, soit se démunir d'un certain nombre d'armes qu'ils possèdent pour les donner ou les vendre à l'Ukraine. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le fond, je dirais qu'il faut quand même se méfier des termes employés par Donald Trump et peut-être éviter tout excès d'optimisme. Parce que imaginez quand même l'un des pays qui soutiennent le plus l'Ukraine, c'est-à-dire par exemple l'Allemagne, la Pologne, la France, le Royaume-Uni. Est-ce que l'un des dirigeants de ces pays, imaginez que l'un des dirigeants de ces pays puisse dire « je suis un peu déçu de l'attitude russe ». Non, ils disent pas ça. Ils disent c'est scandaleux ce que fait la Russie, c'est scandaleux ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire ces bombardements de drones incessants toutes les nuits qui font des dizaines de victimes. Donc ça, c'est pas du tout le discours de Trump pour l'instant. Il dit je suis déçu de l'attitude russe. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, effectivement, avec juste parenthèse, vous décrivez un Donald Trump qui s'exprime aussi à son opinion publique. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà comment le Twitter de la Maison-Blanche, X de la Maison-Blanche, représente son président aujourd'hui dans les habits d'un Superman. Alors ça n'a pas forcément de lien direct avec l'actualité, mais néanmoins quand même cette photo et ce montage existent. On va peut-être le voir dans quelques instants. Voilà, cette publication à moins de 10 heures et ça correspond à son interview sur NBC. Tout ça est dans l'entourage du président américain aussi assez bien orchestré, Ronald Dato, avec cette volonté aussi. Il y a quand même des lignes qui bougent. Selon nos confrères de Reuters, il pourrait aussi, à l'instar de ce qu'a fait son prédécesseur Joe Biden, prélever dans les fonds directement, les fonds présidentiels. C'est un montage technique, mais néanmoins qui ne nécessiterait pas le vote du Congrès, l'autorité présidentielle. Là encore, dans le mandat de Donald Trump et de son approche, on est d'un véritable revirement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, moi je me méfie énormément. Vous savez que Pete Hegseth avait dit pas de patriotes il y a 4 jours, je pense. Absolument. Et le lendemain, Trump semblait surpris de cette décision du Pentagone de ne plus envoyer de patriotes et il décide maintenant d'en envoyer. Moi, je suis je suis pas très optimiste. Et il y a une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que il y a d'autres systèmes de missiles que l'Ukraine a mortellement besoin, les Crotales français et les SAMPT franco-italiens. Donc, les SAMPT sont longue portée, les Crotales sont à plus courte portée. Les Européens sont incapables de fournir ces missiles à l'Ukraine. Donc, on peut critiquer les États-Unis, mais il faudrait qu'on se regarde nous aussi parce que on tient pas la mesure.
il faudrait qu'on soit capable de produire plus de missiles pour pouvoir équiper l'Ukraine. Et ça devient urgent. Comme Aline le disait tout à l'heure, les gens souffrent plus qu'en 2022, je pense. Juste, Grégory Philippe, peut-on qualifier d'ailleurs l'attitude de Donald Trump et ses derniers propos? Encore une fois, vous disiez, attendons ce qu'il va annoncer lundi. Mais qualifier ce qui est en train de se passer là d'un revirement du président américain quant à son attitude adoptée vis-à-vis de l'Ukraine. Comme avec Elon Musk. Oui, non, mais il a sans doute fini par comprendre que Vladimir Poutine le baladait, pour reprendre l'expression que Donald Trump a lui-même utilisée. Enfin, souvenez-vous, quand cette administration est arrivée au pouvoir le 20 janvier dernier, elle était pro-russe, l'entourage de Trump était extrêmement pro-russe, lui semblait faire confiance aux locataires du Kremlin. Aujourd'hui, vous avez raison Bertrand, il se dit déçu. Après il y a eu d'autres propos aussi, les conneries, les bullshits. Il y a eu ces propos rapportés, vous savez, lors d'une réunion de donateurs où il aurait dit à Poutine si t'arrêtes pas, je vais aller bombarder Moscou. Donc le discours de Trump varie parfois, mais en tout cas qu'il ait un peu changé d'avis sur Poutine, ça j'en suis persuadé, et pas tant parce qu'il est choqué par la situation notamment des Ukrainiens chaque nuit, mais parce qu'il réalise que en fait son objectif c'était de mettre un terme à cette guerre très rapidement, et en fait il n'y arrive pas, et il commence à comprendre à cause de qui il n'y arrive pas. C'est évidemment pas Zelensky, contrairement à ce qu'il avait essayé de faire entendre fin février dans le bureau ovale, mais s'il y en a un qui veut la poursuite de la guerre aujourd'hui, c'est Poutine, et ça Trump est en train de le réaliser. Aline, il y a aussi ce que disent certains analystes, c'est qu'il n'a pas du tout envie d'être le président qui abandonne l'Ukraine, contrairement à ce que certains peuvent raconter. C'est-à-dire qu'il a suffisamment critiqué Biden pour la façon dont les États-Unis se sont... Il a quand même beaucoup répété que ce n'était pas leur guerre, ce n'était pas sa guerre. C'est une piste d'analyse pour ce qui est en train de se passer en fait ces jours-ci. Ce que ça peut dire aussi, je termine, c'est qu'il y a aussi des forces dans cette administration qui s'affrontent sur ce sujet-là. Et il y a des combats de salon, certes, de couloir, certes, mais des combats extrêmement violents. Rubio. Ça, c'est très important pour comprendre aussi. Il y a une image en fait où c'est quasiment en direct live, c'est-à-dire que quand Donald Trump annonce qu'il va envoyer plus d'armes à l'Ukraine, il y a sur cette même table, il y a le directeur de la CIA à Radcliffe et il y a Exet. Exet acquiesce, il est loyal, il n'a pas le choix et il dit oui de la tête, tout en sachant très bien que c'est lui qui est en train de désavouer de façon assez publique, assez spectaculaire en Mondiovision. De l'autre côté, il y a ce directeur de la CIA qui a un mouvement de soulagement et un sourire aux lèvres qui dit très concrètement qu'il apprend en direct que c'est lui qui a gagné, ou en tout cas sa motion. Et ça illustre très clairement ce que quand même beaucoup de journalistes qui suivent ce qui se passe en ce moment à la Maison-Blanche ou la société américaine en général, il y a ces forces qui s'affrontent de façon extrêmement violente. Donc ça pourrait dire que pour un temps, et on espère de façon un peu pérenne et un peu structurée, c'est pas gagné, mais en tout cas c'est un signe que l'Ukraine ne peut absolument pas les moyens de refuser, ni le luxe de refuser. Pardon, mais Rubio aussi a longtemps est perçu comme étant plutôt anti-russe. Donc je pense que c'est un peu un triomphe aussi. Lui qui était avec Lavrov hier en tête-à-tête. Il y a le retour de Kellogg aussi, de façon diplomatique très importante. Qui n'était pas anti-russe. Juste revenir sur le fond, parce qu'encore une fois, Bertrand, à juste titre, vous soulignez le fait que ce montage avec l'OTAN envoyait aussi un message à l'opinion publique américaine. Mais si, comme le disent nos confrères de Reuters, ce fonds présidentiel était débloqué, ce qui impliquerait que le Congrès n'aurait pas à voter, ce sont directement des fonds américains, là encore. Quel revirement de la part dans la philosophie et le narratif de Donald Trump quant à cette prise en charge de la guerre. On se perd un peu, évidemment, dans la logique trumpienne. C'est pas nouveau, et je crois qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises dans ces circonvolutions intellectuelles. En tout cas, je pense qu'il est quand même important de rappeler, même si effectivement, symboliquement, le fait qu'il puisse éventuellement prendre dans cette réserve présidentielle pour alimenter le financement d'armes à destination de l'Ukraine. Là, on parle, pour autant que nous ayons actuellement tous les éléments en main, de 300 millions de dollars, c'est-à-dire en réalité rien. 300 ça ne fera pas basculer cette guerre. Sur le plan militaire, c'est totalement dérisoire. Il faut quand même considérer les éléments qui sont en face avec cette industrie russe que l'on a dit moribonde et qui en fait s'est reconstruite depuis 2022 avec énormément d'efficacité malheureusement pour les Ukrainiens, mais donc ces moyens-là ils sont très faibles et d'autre part ils sont quand même essentiellement défensifs, les Patriotes, donc on l'a dit, ce sont des armes sol-air
pour aller taper des missiles qui viennent bombarder les populations. Il y a peut-être effectivement une petite enveloppe pour des armes plus offensives, mais qui ne sont pas des armes massives. Et je rappelle par exemple, on faisait allusion tout à l'heure à Friedrich Merz, qui, lui, est en train d'étudier ce qu'il peut faire ou pas pour l'Ukraine. Pour l'instant, il n'a pas pris de décision sur les fameux missiles Taurus, qui, eux, pourraient être un élément très important dans le rapport de force sur le terrain. Et on continue. Ronald Athos, dans les 300 millions, c'est surtout des obus de 155 mm et des missiles que les HIMARS peuvent tirer avec un guidage un peu plus précis.